Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Basile Panurgias et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire explore les coulisses du prix Nobel, qui vient d'ailleurs tout juste d'être décerné à l'immense Annie Ernaux. Sans doute le prix le plus prestigieux, il assoit la stature, les accomplissements et la légitimité de ses lauréats qui remportent en plus de l'ultime reconnaissance une aura particulière. Ce prix, ses coulisses et son mystère, nous allons les aborder au travers d'un scandale qui a bel et bien chahuté le Nobel et qui est au cœur de ton dernier roman, Basile, intitulé Le Doute, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont et qui figure sur la liste d'un autre prix, le prix de Flore, dont la shortlist sera annoncée aujourd'hui même. Tu es nerveux ? Non, c'est déjà bien d'être sur une première liste, après, on verra. Le Doute est ton 10e roman. Oui, c'est tout bien à ça, fait. c'est le 10e. Hein, Oui, tout ouais. à fait. Et parmi les précédents d'ailleurs, on peut citer Anacolute, Oui, qui est paru chez Calman Levy en 98, Amour est vendu chez Fayard en 2003 et Perdre le Nord chez Héloïse d'Ormesson en 2016. tout à fait. Il y en a un autre qui te tient à cœur, dont tu as envie que tu as envie qu'on mentionne ? Oui, en fait, j'ai aussi écrit une pièce de théâtre, mais un texte qui s'appelle Une littérature sans écrivain aux éditions Léo Cher. Que je suis en train de lire, qui est assez passionnant. Voilà. Ouais. Merci. Oui, parce que j'ai eu 10 ou 12 ouvrages publiés, mais 10 éditeurs différents. Évidemment, qui dit prix Nobel dit vie de l'écrivain, reconnaissance, milieu littéraire. Et c'est justement quelque chose que j'aimerais aborder dans notre entretien. Comment on fait sa place dans ce milieu. Mais avant, on va quand même parler de ce livre qui sort parce que c'est ton dernier. Je vais en faire un bref résumé. Et puis, on va entamer une conversation un petit peu plus approfondie sur cet ouvrage. Donc, le résumé du livre, Scandale au Nobel, donc, Jean-Claude et Basile sont amis depuis 10 ans. Basile est écrivain. Jean-Claude, marié à une jurée du prix Nobel, est une figure éminente de la vie culturelle suédoise. Quand un jour, le scandale éclate, il est accusé par 18 femmes d'agression sexuelle. Un abîme s'ouvre, de nombreuses personnalités, dont le roi lui-même, proche de Jean-Claude, se retrouvent impliquées. Pour la première fois de son histoire, le Nobel doit suspendre la remise de son prix. Jean-Claude est condamné à 2 ans de prison, tout en continuant, comme sa femme Katharina, à clamer son innocence. Mais qui croire dans cette histoire ? Où s'achève la certitude et où commence le doute, justement ? Tu entames ton récit en citant Guy Debord, avec cette citation, c'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été. C'est de toute évidence une référence au scandale dont tu parles, mais aussi à MeToo. Oui, tout à fait. Comment est-ce que justement ce scandale avec ton ami a changé le regard que tu portais sur le mouvement ? En fait, je n'avais pas un regard très actif comme beaucoup d'hommes de ma génération. C'est-à-dire, j'étais quand même informé et j'avais beaucoup de sympathie, plus que ça, pour les victimes. Évidemment, je me disais, il y a des salauds. Mais j'étais, je me disais, bon, c'est un phénomène de société qui est un peu loin de moi et j'étais pas en train de manifester jusqu'au jour où je me suis aperçu que MeToo n'était pas juste quelques faits divers de quotidien, mais était beaucoup plus proche de moi. Et donc, quand Jean-Claude Arnault, dont j'étais un peu le confident parisien, m'a expliqué que, en fait, il avait quelques inquiétudes par rapport à la presse suédoise, je me suis dit, bon, qu'est-ce que... Je savais que c'était une personne d'une certaine génération qui était un séducteur, qui ne s'en cachait pas. Et puis, peu à peu, je me suis aperçu que c'était un peu plus sérieux que ça, puisque c'était avant, pendant et après le scandale donc, qui a éclaté à l'automne 2017. Et j'ai vu aussi l'attitude de Jean-Claude
qui essayait de me convaincre avec grand talent, puisque qui dit séducteur dit aussi séducteur de ses amis. Et il me disait, mais écoute, tu sais très bien que je suis très tactile, que cette femme qui m'accuse, mais elle est lesbienne, tous les arguments qu'on entend plus proches de nous. Justement, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur ce personnage, Bien pour sûr. que notre audience nous suive et qu'on soit vraiment dans le livre. Ton protagoniste, Jean-Claude, Oui. c'est réellement un personnage de roman. Oui, c'est parce que c'est quelqu'un aussi de mythomane Alors justement, oui. décris-nous d'abord un tout petit peu son histoire, comment il arrive en Suède, comment il en arrive à avoir cette place dans l'intelligentsia suédoise et son modus operandi, c'est-à-dire son mode de fonctionnement et pourquoi il a pu prédater en toute impunité pendant aussi longtemps. Mais simplement que la période avant l'Internet, bien avant, puisqu'il s'agit des années 60, Jean-Claude était un Marseillais de la classe moyenne marseillaise qui a suivi son frère Roland qui a émigré en Suède et environ en 1970, c'est pas clair parce que Jean-Claude Arnault prétendait être sur les barricades de mai 68. Or, il s'est avéré que c'était un mensonge. Mais en tout cas, en 1970, il est à Stockholm et la Suède, en 1970, c'est le paradis pour les quelques Français qui sont là parce que la vie est facile. Et aussi, la réalité, c'est que la manière de séduire du Sud, en fait, est accueillie avec une sorte de fascination, de curiosité. Et c'est dans ce contexte d'une Suède, en fait, un peu naïve, entre guillemets, que Jean-Claude a pu commencer à avoir des conquêtes nombreuses. Et il s'est élevé peu à peu en s'inventant des professions en fait, qui à l'époque étaient négligées, c'est-à-dire les professions artistiques. Ce que je dis dans le livre d'ailleurs, c'est que le génie finalement de quelqu'un comme Jean-Claude, c'est d'avoir compris que la culture pouvait être un moteur incroyable, non seulement pour sa séduction, mais être monétisé et s'élever très rapidement dans le royaume. D'ailleurs, ce Jean-Claude, il n'est pas écrivain, il n'est pas spécialement érudit, mais il comprend ce qui fait tourner le monde. Il comprend la politique qui réside en toute chose et surtout l'importance justement du monde culturel. Tu dis, d'ailleurs, je crois, c'est cette phrase, son coup de génie fut de parier sur l'art, une sorte de Rastignac, en fait, et comme tu l'expliquais avant, c'est l'histoire d'un nobody en France qui devient un somebody en Suède et qui, de par son lien avec les Nobel, redevient un somebody en France, quelque part. Oui, en fait, il est redevenu quand le scandale a éclaté. Mais c'est vrai que les rares Français qui étaient en Suède, en fait, n'avaient jamais entendu parler de lui. Il évitait maladivement le réseau français de journalistes, par exemple, parce qu'il avait beaucoup de choses à cacher. Donc, quand j'ai fait mon enquête, puisque le livre est aussi une enquête, j'ai par exemple interviewé Olivier Truc, qui était envoyé spécial du Monde pendant 20 ans. Il m'a dit, mais j'avais jamais entendu parler de ce type, de son club, puisqu'il avait organisé un club culturel. Et pour une ville assez provinciale comme Stockholm, c'était surprenant, mais il est vrai qu'il était très organisé. Et c'est là aussi ce qui m'a fasciné dans le personnage. Alors, comme tu le dis, pour comprendre cet homme et comment toi-même tu as pu ignorer tout ce qui se passait, tu mènes donc une enquête, tu dénoues le maillage, les silences aussi des uns et des autres, notamment de son épouse, qui le défend et tient bon malgré sa condamnation. Oui, c'est le syndrome, j'allais dire le syndrome de Stockholm, mais Oui, il y a une forme de déni chez elle qui est très intéressante bien aussi. sûr, que bon, tu décris. il y a le cas évidemment en France de DSK, Ah oui, où elle fait penser à Anne Sinclair, cette Anne femme. Sinclair qui défend bec et ongle son mari, mais c'est exactement la même chose. Katharina aussi défend Jean-Claude parce que il faut pas oublier ses 40 ans de vie commune. Ils se sont construits l'un et l'autre par rapport à leur existence. Alors après, il y a des zones d'ombre. Est-ce que Katharina savait? Est-ce qu'elle est victime? Est-ce qu'elle est complice? Et je pense que la cécité de Katharina aussi est un enjeu artistique puisqu'elle est poétesse. Et donc, moi-même,
en tant qu'écrivain, je me disais, est-ce que de ne pas avoir compris le jeu de Jean-Claude, est-ce que c'est finalement une cécité du créateur? Il faut expliquer un petit peu qui est Katharina, sa place dans la société suédoise, son lien vis-à-vis du prix Nobel. Et puis, on n'a toujours pas répondu à cette question originelle qui était quel est son mode de fonctionnement, son modus operandi avec les femmes. Qu'est-ce que tu as découvert? Justement, tu mènes une enquête. Qu'est-ce que tu découvres sur son comportement? Déjà, si la France a eu Le Clésio et Modiano qui ont gagné le prix Nobel de littérature, c'est en grande partie grâce à Katharina, francophile très proche de Le Clésio. Katharina, à l'origine, était inconnue quand elle a rencontré Jean-Claude, mais finalement, le power couple, peu à peu, a monté et la poésie expérimentale de Katharina était très à la mode dans les années 80 et les deux personnages donc ont très vite trouvé une place prépondérante dans la société suédoise et se sont entraidés. Et donc lui, il a une sorte de lieu que tout le monde fréquente, toute l'intelligentsia, les artistes, les écrivains, etc. C'est par le biais de ce lieu qu'il attire des femmes aussi? Oui, mais il faut aussi, et c'est pour ça que le livre s'appelle Le doute, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que l'initiative de Jean-Claude et Katharina d'ouvrir un club culturel était très bonne et ils ont fait découvrir des auteurs méconnus, des musiciens. Donc, il y avait une vraie utilité culturelle dans un pays finalement contre cet élitisme. Après, évidemment, il a su monétiser le lieu et il a su très bien rencontrer des femmes qui ne pouvaient pas s'exprimer en dehors du cercle culturel élitiste. Par exemple, une poétesse ou une romancière suédoise actuellement dans un pays de 12-13 millions d'habitants, sans les bourses Nobel, comme par hasard, indirectement, elles étaient données par le groupe de Jean-Claude, ou sans des lieux privilégiés comme le club de Jean-Claude, ne pourrait pas exister. Elle devrait faire de la littérature populaire ou s'exiler. Donc, en France, on a de la chance parce qu'il y a pas mal de moyens de s'exprimer, mais en Suède, donc au début, je pensais Jean-Claude, le Nobel, mais en fait, c'est plus que ça. C'est toute la vie culturelle suédoise qui dépend du Nobel. Et qui gravite aussi autour de ce couple, finalement. Qui gravite autour de ce couple, qui a accès en plus au roi, qui a accès aux grandes familles suédoises. Et donc, quand on lit Millennium, par exemple, on voit très bien que la Suède est divisée en deux groupes. La culture populaire, ABBA, Millennium, je ne sais pas, beaucoup de romans policiers, et l'élite, donc très pointue. Et très riche aussi. Et très riche. Il y a des fortunes considérables en Suède qu'on ne soupçonne pas. Exactement. En fait, peu de gens le savent, mais la démocratie sociale suédoise, le modèle suédois, est toujours perçu comme l'égalitarisme, tout le monde est Progressiste, etc. progressiste. Et il Mais en s'avère... fait, Ouais. et même les femmes, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas une égalité réelle. Mais c'est ce que tu dis d'ailleurs. C'est aussi ce qui va permettre à ton protagoniste d'abuser des femmes. Tu dis d'ailleurs la confiance et la candeur inhérentes à des siècles d'entente homme-femme t'ont permis de laisser s'épanouir ta forme de prédation en Suède. Bien sûr, parce que c'est un pays méconnu et Jean-Claude a très bien compris le mécanisme de la Suède. Alors moi, je Explique-le un peu pour nous qui ne connaissons pas forcément les pays nordiques. J'aimerais rappeler que tu vis au Danemark, que tu es mariée à une Danoise, tu élèves tes enfants là-bas, tu connais très très bien les pays nordiques, ils se distinguent tous évidemment de par leurs frontières. Mais qu'est-ce que les Français ne comprennent pas de cette société suédoise justement? Quel est le malentendu? Qu'est-ce que toi tu as découvert ou appris ou compris? Ce que j'ai compris, bon, bien modestement, et il y a des nuances évidemment entre le Danemark et la Suède, mais en fait, tout est possible. La femme a sa place dans le pays, mais la réalité, c'est que la Suède, qui est un pays avec des start-up, avec
Bon, il y a H&M, il y a Spotify, il y a Volvo, etc. Les hommes sont quand même au pouvoir. Les femmes, finalement, ont plus de facilité peut-être que l'Europe du Sud, mais ça n'est pas non plus si simple que ça. Et Et ce n'est pas aussi progressiste que ça nous en fait, dans les qu'il n'y pays paraît. protestants, il y a toujours l'attitude de on vous donne les moyens, mais après, c'est quand même à vous de vous botter le cul pour avoir des choses. Et dans le milieu culturel danois ou suédois, il y a un peu de ça. Et donc ton Jean-Claude, pour revenir à ce protagoniste, pardon, non seulement il est séduisant, comme tu l'as précisé, tu écris d'ailleurs entre un harceleur et un séducteur, il n'y a souvent qu'une question de physique, mais ça on en parle peu. En fait, les gens, je leur dis, mais c'est pas ton meilleur ami, tu sais pas. C'est comme, je sais pas, les histoires de Michael Jackson. Euh, les gens qui disent non, c'est pas un pédophile, c'était un pédophile. On peut dire oui, mais qu'est-ce que tu en sais? T'étais pas là. Et donc, Et tu c'est t'es bien placé pour le savoir, puisque c'est exactement ce qui t'est arrivé finalement. exactement. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je suis proche de cette histoire, je me dois de faire la vérité là-dessus. Alors, la vérité étant toujours partielle, mais je me suis intéressé à cette histoire parce que, évidemment, elle a un lien avec MeToo, mais elle a un lien aussi avec la vie culturelle. Et aussi, il faut le dire, elle a un lien avec moi, avec mon image d'homme, ma masculinité, Bien sûr. la manière dont j'ai été aussi séduit parce que finalement étant un prolétaire des lettres, c'est-à-dire ayant toujours eu du mal à être publié, peut-être que j'étais aussi valorisé par la proximité de quelqu'un qui était proche du Nobel. Il faut aussi se regarder dans le miroir. Et je me suis dit après, en fait, tu n'as même pas été fichu de googler Jean-Claude, tu t'en foutais parce que finalement, il te faisait paraître beau, intelligent, talentueux, autant que le Clésio ou Modiano qu'il fréquentait. On arrive forcément à la question du témoignage de toutes ces femmes que Bien tu sûr. mentionnes dans le livre. Je pense au témoignage par exemple de Emilia Engblad, qui est assez glaçant. Elle dit: en même temps, j'étais son assistante, d'une certaine manière. C'est comme ça. Mon travail consistait à garder mon corps prêt pour le sexe. J'effectuais des exercices, m'entretenais et préparais le corps au combat. Si ça faisait mal ou était problématique, c'était ma faute. C'était que j'avais échoué et que je m'étais mal préparée. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de violence. Si je lui disais quelque chose ou si je mettais des limites, il devenait violent. Il pouvait dire que j'étais une pute, lancer que je n'avais jamais été à lui, mon corps était le sien. En fin de compte, il était plus simple d'en finir. Oui, je tenais en fait à mettre des témoignages sans faire du sensationnel, mais c'est vrai que il y a beaucoup de débats, oui, mais pourquoi tu parles de ce type? À la fin, quand on met les témoignages, il y en a peu, mais ils sont éloquents, je voulais qu'on se dise, bon, ça n'est pas juste une conversation de café, il y a des réalités physiques, de violence. Il s'agit quand même de quelqu'un qui a été condamné à de la prison ferme, même si on peut toujours dire ah, il y a une erreur judiciaire, mais dans le fond, ça n'est pas des rumeurs. Et le problème actuellement sur ces histoires, c'est que on transforme des faits en rumeurs pour ne pas se confronter à la violence des récits. Mais pour être honnête avec toi, j'ai écrit ce livre donc il y a 2 ans et je ne sais pas si maintenant j'aurai l'énergie de l'écrire parce qu'en 2 ans, il y a eu tellement de choses tellement d'événements, tellement de tensions, tellement de je m'en suis rendu compte d'ailleurs, avec ce livre, il y a l'accueil, peut être violent d'un côté ou de l'autre, Tu as cette phrase dans le livre que je trouve assez intéressante parce que je la trouve très, très pertinente aujourd'hui. Tu dis: désormais, ne pas se ranger derrière les extrêmes rend vulnérable. Oui, D'oser c'est tacler ce sujet quelque part. alors tout est à chaud actuellement. Bon, on va certainement être dans une période post-MeToo où on va faire la part des choses. Et
c'est pas bon, c'est pas un livre à suspense, mais c'est vrai que ça se termine mal pour Jean-Claude pour des raisons réelles, évidentes, et donc je n'ai aucun regret d'avoir écrit ce livre. Et bon, ça, je suis pas plus courageux qu'un autre, mais je sais pas si en fait maintenant, si je me mettais à écrire ce livre, je me dirais, mais où est-ce que je commence? Je ne sais pas, je suis perdu dans toute cette information, tous ces débats, Et dans tous ta ces... place aussi en tant qu'homme et dans ton propre rapport aux femmes. Parce qu'à mesure que tu découvres les éléments de l'histoire, tu revisites la tienne, l'histoire, Bien et ton sûr. propre rapport au livre, à la poésie, à la place de l'écrivain et bien entendu ton rapport aux femmes. Tu ne donnes pas forcément une image flatteuse de toi-même. Alors est-ce que c'est une façon inconsciente de te dédouaner ou de te décriminaliser? En tout cas, tu dis, le problème, tu écris, c'est que je m'assimile davantage au grand salopard violeur qu'à la victime car je suis un homme. Je vois Weinstein comme un gros porc, mais je n'ai pas l'imagination suffisante pour me mettre à la place de Tristan Bannon ou d'Asia Argento, ni la curiosité, ni même le droit de le faire. Je suis implicitement dans le camp des méchants et je combats cet état à ma manière, par l'information, par mon boulot de détective. Oui, il y a un chapitre notamment sur la drague, c'est-à-dire cet acte qui était très naturel avant et qui maintenant est complètement est devenu quelque chose de compliqué, de suspect, avec des codes différents. Évidemment, l'Internet est venu plus tard, mais Ah c'est oui, il est juste, question de la zone grise du consentement, puisque on sent que ton protagoniste, ce Jean-Claude, il en abuse, puisque lui, il sous-entend que ces femmes consentent, bien sûr. qu'elles sont dans des rapports sadomasochistes consentis, alors que il s'avère que ce n'est pas le cas. Toi, au contraire, tu revisites ta propre vie et tu viens à admettre, reconnaître la violence que tu as pu infliger à certaines femmes en les ghostant, par exemple, ce qui est assez intéressant. Tu dis d'ailleurs, je dois néanmoins avouer que j'ai pratiqué le ghosting avant l'apparition du terme et l'invention du portable. Étant assez libre de mon temps, je partais en voyage et je disparaissais de l'existence d'une femme dont je n'étais plus amoureux. Cette lâcheté peut être considérée comme une forme d'agression. Je dirais Non, plutôt que c'est une forme de violence. Agression, je sais pas, oui, mais mais c'est quelque violence, chose certainement. que moi ou mes amis, on le faisait. Il y a évidemment une forme d'égoïsme évident, mais bon, c'était accepté, c'était quelque chose des deux côtés d'ailleurs. Ah, c'est un salaud, mais bon, voilà, pas plus, pas moins qu'un autre mec. Et du coup, moi, je l'avais assimilé. Bon, je tiens à dire que j'avais 20 ans aussi, mais donc ça faisait partie du parcours initiatique du séducteur, ou en tout cas de la personne qui essayait de séduire, et à terme, qui voulait certainement trouver la personne avec qui partager sa vie. Qu'est-ce que cette affaire, l'écriture de ce livre et cette affaire avec ton ami, et la trahison de ton ami d'une certaine manière, qu'est-ce que ça a changé en toi, pour toi en tant qu'homme? Et en tant qu'écrivain d'ailleurs, mais en tant qu'homme d'abord. Peut-être que mon œil est plus aiguisé dans certaines scènes. Quand je vois, par exemple, je sais pas, j'ai un ami hier sur Instagram, il a posté la photo d'une fille en disant c'est un husky humain. Il y a 10 ans, j'aurais rigolé. Là, je trouve ça limite. Je me dis, bon, c'est très, très lourd. On sent l'injonction à être du bon côté de la barrière. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, en tant que personne qui avait aussi une proximité avec cet homme, tu Non, mais dis, il faut se méfier du moralisme. C'est pas un pamphlet, c'est pas un. Et en plus, n'étant pas moi-même victime, comme le disait Virginie Despentes très récemment, j'ai lu un article, elle disait la voix des hommes est complètement absente de cette histoire. Il y a un silence assourdissant des hommes. Ben, simplement, j'ai relevé le défi. Le livre, c'est vraiment une exploration d'un parcours très singulier, assez spectaculaire, parce qu'il a quand même foutu en l'air le Nobel de littérature. C'est un petit gars de Marseille. 40 ans plus tard, on annule le prix Nobel parce que il y a eu des agissements. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et évidemment, accessoirement, je m'adresse à l'histoire de MeToo, à l'histoire de la vie culturelle en Europe, à l'élite contre la culture populaire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et aussi la relation homme-femme. Voilà, suite au scandale justement dont tu fais
le récit dans ton livre, en mai 2018, le prix Nobel annonce l'annulation de la remise du prix annuel. Profitant de cette crise, un prix d'ailleurs, c'est ironique d'ailleurs parce que Oui, il y a un prix Nobel alternatif international oui, qui qui est fait donné son à... apparition, ouais, avec sur sa liste quelques-uns des noms d'écrivains comme Murakami d'ailleurs, Oui, qui est lui-même Murakami, horrifié à l'idée d'être disqualifié du vrai Nobel, bien et sûr. donc pour lequel il s'est battu toute sa vie. Donc il décide dans un communiqué de presse de se retirer de cette liste pour se concentrer sur l'écriture à l'abri des médias, entre guillemets. La course du Nobel, tu l'écris, empêche bien des écrivains de se concentrer sur leur œuvre, mais il se garde bien de le dire. Bien sûr, bon, c'est humain, Murakami. Je pense que quand arrive l'automne, voilà, il écoute la radio le jour où le Nobel est donné. Mais bon, voilà, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je pense qu'en l'occurrence, d'après donc sa réaction par rapport au Nobel alternatif, je pense que c'est quelque chose qu'il travaille, oui. Mais bon, évidemment, j'aime bien taquiner Murakami parce que j'aime pas du tout Murakami. Je comprends pas qu'on puisse aimer Murakami, mais bon, ça c'est personnel, voilà. Ah oui, pourquoi? Ça m'ennuie, je trouve que les personnages fonctionnent pas. Il y a un côté kitsch, mais bon, En tout voilà. cas, ce que ça prouve, la réaction de Murakami quand il apprend qu'en étant sur cette pseudo-liste, il prend le risque de ne pas être sur celle du Nobel, justement, ça prouve le pouvoir que ce prix Nobel cultive, lui aussi, qu'on le veuille ou non, par celui qu'il octroie au travers de la récompense qu'il décerne. Un prix, c'est avant tout de la com aussi, Bien d'ailleurs. sûr, Tu montres les questionnements et le fonctionnement de la marque Nobel dans ton livre. Au début de l'automne, une shortlist est constituée avec l'obligation pour les jurés de lire plusieurs ouvrages de chaque auteur, évidemment. Chacun, tu écris, est affublé d'un pseudonyme pêché dans un livre de la bibliothèque de l'Académie afin de garantir son anonymat dans les correspondances entre jurés. Tu racontes que pour Rushdie, par exemple, certains poussaient pour un prix à valeur de symbole, quand d'autres ne juraient que par la littérature détachée de l'actualité. Et donc tu abordes aussi cette espèce de rift entre deux mouvances à l'intérieur même des jurés. oui. Ben, le Nobel, en fait, a pris une importance énorme avec la médiatisation, la mondialisation. Donc avant 1974, c'était un prix presque provincial, un peu prestigieux. Comme dit la chercheuse Anne Casanova, c'était un prix suédois donné par des Français. Donc, c'était la crème de la littérature. Depuis, bon, il y a eu beaucoup de décisions qui ont surpris. Mais ce qui est fort avec le Nobel, c'est que les paradigmes ont changé. Par exemple, moi, mea culpa, je ne pensais pas que Annie Ernaux aurait le Nobel parce que il y a une règle tacite qui dit que au-dessus d'un certain âge, et elle a 82 ans, on ne donne pas le Nobel. Évidemment, dans 50 ans, on dira, tiens, Annie Ernaux, alors peut-être qu'on dira, ils ont eu le nez creux, et peut-être qu'on dira, oh, c'était peu de choses, comme on dit sur Pearl Buck maintenant, qui n'est quasiment plus lu. Donc oui, l'air du temps, il est là, et il est vrai qu'avec les histoires d'avortement aux États-Unis et l'extrême droite qui vient d'être élue en Suède, sans diminuer le talent d'Annie Ernaux, il suffit de pas grand-chose finalement pour faire pencher la balance sur un auteur plutôt que d'un autre. Moi, j'étais absolument pas surprise. Je pensais déjà qu'elle l'aurait l'année dernière, l'an passé. Je trouve qu'elle le mérite et que justement le donner à une femme pour l'ensemble de son œuvre avec une réelle œuvre à juger est plus légitime encore. C'est-à-dire que ça ne fait qu'asseoir finalement la légitimité de son prix. Le fait qu'on ait plusieurs décennies de travail qui le prouvent. Mais bon, à la fin, c'est le texte quand même qui Oui, mais dans compte. son cas, le texte est là. Exactement. Finalement, le prix Nobel, il nous oblige à aborder la question de la reconnaissance. Oui. Qui dit reconnaissance dit forcément d'ailleurs image et même marque. Le chapitre de ton livre que j'ai préféré s'intitule Bob. Tu le clos en écrivant « La mise en scène de la littérature fait désormais partie de la littérature. La connaissance du support est essentielle à l'artiste. Il y avait les mots, les phrases, le livre, la typographie. Désormais, il y a l'image de l'auteur. Michel Houellebecq maîtrise très bien cet aspect de la communication. Ta force, tu dis en t'adressant à ce Jean-Claude, ta force,
et de l'avoir compris depuis longtemps. Tu étais semblable à ceux qui s'approprient une marque en enregistrant le copyright en douce. Avec l'aide de ta femme, tu t'es approprié la marque Nobel et moi, parmi d'autres, je suis tombée dans le panneau. C'est finalement le chapitre de ton livre qui me confirme que ton roman s'apparente au fond plus à un essai, mais qu'il te fallait l'appeler un roman pour ne pas tacher la marque, justement, si je puis dire. Oui, c'est-à-dire je traite des faits réels avec ce qu'on appelle le narrative non-fiction en anglais, mais je pense justement, comme là on s'adresse aussi à des gens qui sont intéressés de près par la littérature, par l'écrit, il faut s'adapter. Beaucoup de gens pleurnichent en disant la littérature, c'est plus comme avant. Pourquoi j'ai eu 10 éditeurs différents? Parce que j'ai toujours écrit ce que je voulais écrire et j'ai essayé de trouver des personnes qui étaient d'accord avec moi, qui m'ont publié. Et ça n'a pas été sans douleur et sans déconvenue, mais je pense que c'est important par rapport à son travail d'être intègre. Mais d'ailleurs, tu dis dans un passage du livre, tu écris, si tu as quelque chose à dire, mets-le dans une œuvre, c'est mon credo. Il faut y aller. Et c'est ce que j'ai toujours fait, même si ça n'a jamais été très simple pour moi. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce roman, Basile? Alors, j'ai simplement voulu montrer une tranche de vie commune, c'est-à-dire une amitié déçue, trahie, au début du XXIe siècle, et comment la société occidentale, en fait, conditionne les actes des hommes et aussi des femmes, bien sûr, je parle beaucoup de la femme de Jean-Claude. Je n'ai pas de message, je ne suis pas moraliste. Je ne sais pas, Emmanuel Carrère, quand il écrit D'autres vies que les miennes, il n'est pas là en train de dire il faut réformer la justice et anticiper les cyclones en Thaïlande. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je voulais... C'est un amour déchu, parce que c'est vrai que finalement, dans ce livre, il se dégage ce sentiment d'une trahison de ton ami, d'un amour amical un peu. Évidemment, alors lui, il dira, c'est un malentendu, il dira, l'amitié à tout prix. Alors, quand on voit les minutes du procès que je mets à l'intérieur du livre, il est très difficile de continuer une amitié quand on voit la manière dont cette personne viole une femme. Mais ce sont des questions qui se sont posées au début, puisque évidemment, j'ai résisté. Je me suis dit, il faut pas être dans la dogma, il faut pas... Tu t'es senti complice? Tu veux dire de Jean-Claude? Oui. Tu lui en veux de t'avoir rendu complice quelque part Non, parce que le pire, c'est que je pense il pense qu'il est réellement innocent, et je pense qu'il se dit, il y a une grande capacité à se mentir à soi-même et et je pense que Katharina, qui le défend, pense que c'est un saint homme et qu'il est innocent et que c'est l'affaire Dreyfus. Donc chacun y voit finalement ce qu'il veut bien y voir dans cette histoire. C'est-à-dire qu'elle y voit une forme oui, c'est-à-dire d'engagement artistique et intellectuel. Justement, en fait, j'allais dire le roman, mais il y a des récits qui, en fait, sous-entendent que tout le monde est parfaitement conscient de ses actions. Je pense que Jean-Claude traînait 20 ans de déni, mais même la mythomanie, c'est quelque chose d'incroyable. On m'a rapporté souvent dans le monde de l'édition des gens qui ont ce qu'on appelle un ghostwriter, qui réécrivent le livre et ils le croisent dans la rue et il dit « Vous avez lu mon livre, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils oublient que cette personne a réécrit leur livre. Et je pense que Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a réécrit sa vie parce que il voulait pas être le petit gars pauvre de Marseille qui travaillait sur les bateaux. Et il dira, je suis quand même un mec incroyable qui bouffe avec le roi. Et donc, du coup, il dira, oui, mais mon identité, j'ai acquis cette identité. On parle beaucoup de transfuge de classe. Là, c'est transfuge de classe XXX. Et ça fonctionne. Après, le problème, ce sont les victimes. Et donc là, c'est là où j'interviens. Je dis, oui, mais être mythomane, mais détruire des vies pour cette forme d'égoïsme,
c'est pas acceptable. Mais bon, c'est un état des lieux. Hein. Je suis pas là en train de distribuer des bons points. C'est aussi d'ailleurs un livre sur l'écrivain, et j'aimerais revenir là dans cette dernière Oui. fin d'émission sur toi en tant qu'écrivain, ta vie d'écrivain. C'est un livre aussi sur l'écrivain, son rôle, sa place, ses problématiques, sa mythologie, sa quête plus ou moins consciente de toute puissance, pour parer sûrement, j'imagine, à l'impuissance d'être au monde. Tu as cette phrase dans le livre que j'ai trouvée très drôle. Si vous demandez à n'importe quel écrivain le nom de son auteur préféré, il n'osera pas le dire, mais dans le fond, la seule réponse honnête serait « c'est moi ». Oui, je pense que bon, c'est dans un contexte du Nobel de 1974. C'est une histoire très peu connue. En fait, sur les 18 membres du jury, il y en avait 2 qui ont convaincu les autres de les choisir comme prix Nobel de littérature. Face à Nabokov, face à des monstres, des écrivains qui sont devenus inconnus. Et l'un est mort d'un cancer 6 mois plus tard, et l'autre s'est fait harakiri avec une paire de ciseaux 1 an plus tard, à force d'encaisser finalement le ridicule de son choix. Mais dans le fond, ils étaient sincères et je pense que le moteur, là évidemment je parle des écrivains littéraires parce que il y a aussi les écrivains qui veulent faire plaisir au plus grand nombre et c'est un autre métier. Mais l'écrivain littéraire, c'est une vie assez difficile. Je ne parle pas de la vie matérielle, mais c'est une vie quand même de solitude, de violence, de peu de reconnaissance. Et donc, si on ne se dit pas, je vais quand même ajouter une belle pierre à l'édifice, ben, il vaut mieux à ce moment-là écrire autre chose. Pour en revenir à ta vie d'écrivain à toi, tu disais que tout à l'heure que ce n'est pas toujours à ton avantage de vivre au Danemark et pas en France, en tant qu'écrivain de langue française. Quand ta maison d'édition m'a envoyé les épreuves de ton roman, il y avait un petit Bristol à l'intérieur sur lequel était inscrit « Auteur absent de Paris ». Et dans une émission, la première émission d'ailleurs, Écrire, où je me suis entretenue avec Alain Mabanckou, il s'insurgeait contre le fait que le monde de la littérature francophone était encore très centralisé, Paris en étant le centre. Avec le recul, dirais-tu que c'est essentiel d'être à Paris pour une carrière d'écrivain de littérature Malheureusement, française ? oui. Et on m'en parle souvent et des personnes de province disent « Ah, c'est dégueulasse ». Alors, certaines personnes diront ben, « Si tu veux t'exprimer, tu dois malheureusement être présent à Paris. Tu te débrouilles ». Et alors, bon, après, il y a des cas de personnes qui ont un certain succès en Suisse, en Belgique, au Canada, ou même maintenant qu'il y a une petite décentralisation à Bordeaux ou ailleurs. Mais dans le fond, c'est comme ça, et il faut s'adapter. Et c'est vrai que seul Leila Slimani peut-être au Portugal ou Houellebecq en Irlande, parce qu'ils ont acquis une célébrité, mais les autres, si j'étais au Danemark toute l'année, oui, il y aurait beaucoup de petits Bristol absents de Paris et je serais pas ici en face de toi en train d'être interviewé. Il faut beaucoup de chance et je suis très chanceux et il faut l'admettre. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui écrivent de très bons livres et qui n'ont pas ma chance. Comment faire justement pour faire sa place dans le milieu ? À la fin, j'en discute avec mes amis, ça va paraître un peu politically correct, mais il faut écrire de bons livres. Je vois ça par rapport au fameux prix littéraire. À la fin, évidemment, il y a une forme de corruption dans certains prix, moins dans d'autres, mais à la fin, un mauvais livre, souvent, n'arrive pas au bout. Et donc, moi, je suis très positif, donc c'est le côté qui me rassure. À la fin, les bons livres, on les reconnaît. Et d'ailleurs, je ne sais pas, par exemple, là, on parle beaucoup de certains livres de personnes complètement inconnues qui sortent un peu du lot. Je vais peut-être citer Passeron, d'ailleurs, qui est au Flore avec moi, donc peut-être qu'il va être choisi à ma place. Mais Passeron, c'était un type inconnu d'un éditeur peu connu, Globe. Et finalement, tout le monde le lit, tout le monde y fait attention. Voilà, c'est un bon livre, c'est tout. Donc il y a quand même un système qui sélectionne, c'est-à-dire que je crois que je discutais avec un éditeur il y a pas longtemps de ça qui disait aujourd'hui c'est impossible pour un génie de ne pas être connu
de son vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a envoyé quand même son manuscrit et qu'il est dans les circuits, c'est difficile de passer à côté d'un très bon livre. C'est-à-dire le chef-d'œuvre perdu, caché, ce n'est plus vraiment... Peut-être un seul, mais s'il en écrit 3, au bout de 3, 4, 5, voilà, ça passera, je le pense. Alors, puisque tu parlais des prix tout à l'heure, on va terminer là-dessus. Qui dit prix dit forcément reconnaissance. Elle est aussi très importante pour un écrivain, justement parce que ce travail est si solitaire et laborieux. Quel est pour toi le comble de la reconnaissance ? C'est d'être lu par ses pairs dont on admire l'œuvre. Pour moi, ça fait aucun doute. Et pour terminer, quelle est justement la plus belle chose qu'on t'ait dite sur ton travail ? J'attends le prochain avec impatience. Et nous aussi. Merci beaucoup, Basile, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous.